La proclamation et la célébration de l'année internationale des parcours et des pasteurs, portée par la Mongolie et coordonnée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, constitue une opportunité historique de mettre en lumière la richesse, la résilience et la pertinence des systèmes pastoraux dans la gestion durable de nos ressources naturelles, la sécurité alimentaire de nos peuples, la cohésion sociale et la paix dans nos territoires. Au Sahel, en Afrique de l'Ouest et du centre, où le pastoralisme est une réalité vivante, un mode de vie intemporel et une activité économique majeure, nous avons le devoir de faire entendre notre voix, de valoriser nos savoirs et de défendre nos modèles. Mais cette voix ne portera que si elle est collective, forte et organisée. Ce webinaire est un appel à la mobilisation. Il vise non seulement à informer, à inspirer, mais surtout à engager. À travers les initiatives déjà lancées, les dynamiques en cours et les perspectives à construire, nous devons faire en sorte que les pasteurs, leurs organisations, les États et leurs partenaires, ainsi que le secteur privé, prennent pleinement part à la célébration de cette année internationale. Mesdames et messieurs, le CILS a officiellement adhéré à cette initiative en droite ligne avec ses missions stratégiques visant la gestion durable des ressources naturelles, la résilience des populations au choc climatique, à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'intensification des échanges commerciaux des produits agro-pastoraux entre les pays. Nous pouvons nous féliciter des actions conduites en vue de soutenir les systèmes pastoraux au Sahel, en Afrique de l'Ouest et du Centre. En effet, ces 10 dernières années, plusieurs projets et programmes ont été formulés et mis en œuvre à l'échelle régionale et dans les pays, dans la foulée des déclarations de Nouakchott et de N'Djamena de 2013 sur la sécurisation et la valorisation des systèmes d'élevage mobile. À titre illustratif, permettez-moi de mentionner le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, mis en œuvre de 2015 à 2021 au titre de la première phase et de 2022 à 2027 au titre de la phase 2, au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Le projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, PREDIP, mis en œuvre de 2018 à 2023 dans 11 pays sahéliens et côtiers avec l'appui financier de l'Union européenne. Le projet élevage et pastoralisme intégré et sécurisé en Afrique de l'Ouest, PEPISAO, exécuté de 2018 à 2022 dans 15 pays de la CEDEAO ainsi qu'au Tchad et en Mauritanie avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD. Ces projets et programmes, il y en a d'autres, ont favorisé des investissements structurants pour les communautés pastorales et agro-pastorales et renforcé les capacités des États et des organisations pastorales pour une meilleure efficacité dans la gouvernance des enjeux pastoraux. Par ailleurs, le CILS a contribué aux côtés des États et de ses partenaires à la mobilisation internationale des acteurs autour des défis contemporains et futurs du pastoralisme à travers des événements majeurs tels que les 5e entretiens techniques du PRAPS tenu en juillet 2024, axé sur le thème « La réhabilitation des parcours au Sahel, quel enseignement pour améliorer l'efficacité et les impacts au profit des pasteurs ». Les entretiens techniques du PRAPS ont permis aux acteurs venus des pays du PRAPS, du Maghreb et de l'Afrique de l'Est d'échanger et de retenir les meilleures pratiques de gestion des ressources naturelles, garantissant la disponibilité des pâturages pour les éleveurs et leurs troupeaux. Le forum de haut niveau sur le pastoralisme au Sahel, Nouakchott +10, organisé en novembre 2024, a dressé le bilan de la mise en œuvre des engagements pris il y a 10 ans
et abouti à l'adoption d'une nouvelle déclaration pour le développement des élevages et la sécurisation des systèmes pastoraux. Mesdames et messieurs, l'année internationale des parcours et des pasteurs se présente comme un tremplin pour prendre des décisions fortes à l'effet de concrétiser les engagements déjà souscrits et de maintenir dans le long terme l'action publique internationale en faveur du développement pastoral. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des acteurs à adhérer pleinement à cette célébration et à proposer dès à présent les modalités d'une participation active de la région en vue de consolider le sort des systèmes pastoraux. Tout en souhaitant des échanges fructueux, je déclare ouvert le webinaire d'information des organisations pastorales et des acteurs de l'élevage du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur l'année internationale des parcours et des pasteurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Un grand merci, Monsieur le secrétaire exécutif, pour ces mots qui ont rappelé les processus politiques majeurs engagés dans la région ces derniers mois. On vous propose maintenant, pour poursuivre les échanges, de vous projeter l'enregistrement fait par Mariam Nanir-Fuller, conseillère principale auprès du secrétariat mondial de l'année internationale, qui malheureusement n'était pas disponible pour participer à ce webinaire avec nous aujourd'hui, mais a tenu à nous envoyer une vidéo enregistrée qui détaille les contours de cette année internationale. Donc, vous allez avoir loisir de l'écouter et nous continuerons ensuite avec les interventions de la FAO qui viendront compléter cette présentation et apporter des précisions sur le rôle spécifique de la FAO. Bonjour, je m'appelle Mariam Diamir. Je suis le conseiller spécial du secrétariat de l'Alliance mondiale de l'IYRP. L'Alliance mondiale est un réseau regroupant près de 400 organisations, dont 70 sont des organisations pastorales. Notre objectif est de promouvoir cette année internationale en collaboration avec la FAO. L'Alliance s'implique activement dans le soutien à l'IYRP depuis 2015. Nous vous invitons de nous rejoindre. Pourquoi avons-nous besoin de l'IYRP? Le but n'est pas seulement de célébrer, mais aussi de sensibiliser, d'intensifier les actions et d'attirer davantage l'attention sur les défis auxquels sont confrontés les éleveurs en matière de durabilité et de gestion des pâturages. Le rapport préparé par le PNUE en 2019 a mis en évidence de nombreuses lacunes dans notre connaissance. Par conséquent, la 4e réunion de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a adopté une résolution en faveur d'approfondir les politiques et législations ainsi que l'investissement axé sur le pâturage et les éleveurs. Les pâturages couvrent environ la moitié de la surface terrestre. Les pâturages assurent la subsistance de 500 millions d'éleveurs et de 2 milliards d'autres personnes tout au long de la chaîne de valeur. L'IYRP vise à sensibiliser le public à l'importance des pâturages pour l'économie mondiale afin de dissiper le mythe des terres incultes et d'empêcher qu'ils soient transformés sans discernement à d'autres fins. Cette affiche montre l'incroyable diversité des pâturages. De même, l'IYRP vise à sensibiliser le public à l'importance du pastoralisme dans le monde. Il existe de nombreuses formes de pastoralisme, mais elles ont toutes un point commun: l'élevage d'animaux domestiques ou sauvages sur des pâturages naturels. La Ligue pour les peuples pastoraux, une organisation, continue d'améliorer la carte mondiale que vous voyez ici et invite les communautés pastorales à la contacter afin d'être incluses dans la carte mondiale. Les peuples pastoraux élèvent une incroyable diversité d'animaux sur les pâturages. Le déplacement des animaux est une caractéristique essentielle du pastoralisme qui contribue à la conservation des écosystèmes indigènes et la gestion durable des pâturages. Par exemple, par la pratique de transhumance, le pâturage tournant entre les enclos et la conduite des troupeaux à travers des couloirs de longue distance.
Il y a aussi des systèmes moins connus, comme la conduite de grands troupeaux de canards entre les riziers en Inde. L'IYRP célèbre la diversité des pratiques pastorales. Chaque mois de 2026, nous aborderons différents thèmes et systèmes pastoraux, ainsi que les animaux et les zones de pâturage. Les 12 thèmes mondiaux rendent hommage aux nombreuses questions cruciales qui touchent aujourd'hui les pâturages et les éleveurs, et telles que définies par les groupes de travail de l'Alliance mondiale. De plus, chaque région aura également des fêtes nationales et des événements pastoraux tout au long de l'année, et les 12 thèmes seront mis en avant selon leur pertinence locale. Au cours des 10 dernières années, une dynamique en faveur d'un changement transformationnel s'est mise en place grâce à de nouvelles connaissances, à la formation de coalitions et à l'évolution des politiques au niveau mondial, régional et national. Chaque année, les membres de l'Alliance mondiale ont multiplié leurs activités, notamment avec la publication de l'Atlas des pâturages, le Festival de films de Tropenthag en Allemagne, la déclaration de l'UNESCO sur la transhumance et de nombreuses conférences internationales. Depuis la désignation en 2022, ces actions se sont considérablement intensifiées. L'un de nos objectifs les plus importants est de sensibiliser davantage le public à la valeur du pâturage et à la gestion responsable de ces terres par les éleveurs. Surtout, par exemple, ceux de la public qui pensent que la viande est mauvaise pour la planète, les décideurs politiques qui considèrent l'élevage un mode de production dépassé, ou même les jeunes éleveurs qui ne voient aucun avenir dans leur métier. De nombreuses actions positives sont menées par les éleveurs, la société civile et les responsables locaux afin de sensibiliser le public et de dissiper les mythes. Il y a tant de raisons de se réjouir. Il existe de nombreuses façons de participer et de contribuer. Les festivals annuels peuvent mettre en lumière l'importance et la valeur du pastoralisme auprès du grand public, comme par exemple la transhumance annuelle qui a lieu dans les rues de Madrid en Espagne, ou encore le festival du Niger et le festival Nadam du Mongolie. En plusieurs occasions, les pasteurs ont participé à des événements internationaux, comme le Congrès international des zones pastorales en Australie au début de l'année. Également, nous envisageons une conférence internationale en juin 2026 au Kenya. Un autre exemple, les Samis de Norvège, qui élèvent des rennes semi-sauvages dans toute la zone arctique, se sont regroupés au sein d'une association mondiale de pasteurs de rennes. Parmi leurs campagnes de promotion, ils ont organisé une cuisine mobile itinérante qui a parcouru toute l'Europe pour présenter des recettes à base de viande de renne. Ils se rendront également en Mongolie en 2026. Vous pouvez également participer au projet de film documentaire sur des éleveurs jouant au football dans les pâturages, afin de susciter l'intérêt durant la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Mais faites attention car la date limite pour envoyer les vidéos est le 15 novembre 2025. Nous prévoyons la tenue d'au moins 12 rassemblements régionaux de pasteurs ainsi que 3 rassemblements mondiaux en 2025 et 2026. Cela témoigne de la mobilisation importante des éleveurs pastoraux et de la société civile. Nous espérons que les représentants des rassemblements régionaux seront sélectionnés pour participer au rassemblement mondial qui se tiendra en Mongolie en août 2026. Après le lancement officiel du programme IYRP par la FAO en décembre, nous organiserons une campagne sur les réseaux sociaux tout au long de l'année 2026. Nous vous invitons à nous envoyer des films, des vidéos, des photos et des informations décrivant vos communautés pastorales et vos activités. Nous les intégrerons à cette campagne. Outre les rassemblements d'éleveurs, plus de 30 autres événements seront organisés par la société civile, les universités et les Nations Unies. Vous trouverez davantage d'informations sur le calendrier des événements du site web de l'Alliance mondiale.
Bien que de nombreux progrès aient été accomplis jusqu'à présent, il reste encore beaucoup à faire. Nous attendons des actions concrètes en 2026, telles que le renforcement des organisations et coalitions pastorales et des résolutions politiques au niveau des forums internationaux comme la Convention sur la désertification qui peuvent renforcer les politiques nationales. D'autres actions sont attendues dans la décennie à venir, notamment la création du Conseil de gestion des parcours qui établira un standard mondial pour certifier les pratiques durables et respectueuses de l'environnement adoptées par les produits pastoraux tels que la viande, le lait et la laine, tout en garantissant un commerce équitable pour les éleveurs. On envisage aussi de plaidoyer auprès des Nations Unies pour une journée internationale des parcours et des éleveurs et la création d'une base de données mondiale sur les parcours et les éleveurs. En conclusion, il existe de nombreuses façons de participer. Vous pouvez participer au rassemblement des éleveurs pastoraux, contribuer à la campagne sur les réseaux sociaux, envoyez-nous des vidéos de vous jouant au football pour notre campagne FIFA et inscrivez votre communauté sur la carte mondiale des populations pastorales. Rejoignez-nous dans ce mouvement mondial pour faire entendre la voix des éleveurs en 2026 et au-delà. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Donc, nous allons poursuivre les présentations maintenant avec qui vont vous partager une petite présentation. Merci Amel. Est-ce que Grégorio, tu veux dire deux mots avant qu'on projette la présentation? Ok. Bonjour à tous. Je remercie le secrétaire exécutif de SILS et tous les participants et organisateurs de ces webinaires s'y focaliser sur l'année internationale de parcours et de pasteurs. Je voudrais introduire, avant que ma collègue Ivana fasse une présentation plus détaillée sur le rôle à jouer par la FAO, de remarquer un peu le message qui est passé par la collègue Mariam Fuller. Et il faut dire un mot introductif par rapport à l'historique. À l'historique de cette année-là, qui est fait complètement différent aux autres années internationaux. On a l'expérience à la FAO dans la mise en œuvre des différents années internationaux. Et cette année-là est complètement différente dans les autres. Pourquoi elle est différente? Parce qu'il y a ce partenariat qui vient d'être présenté, dans lequel nous travaillons depuis presque 10 ans de temps, et qui fait que toutes les communautés au niveau global, pas toutes les communautés, mais beaucoup des organisations de communautés de l'année internationale sont déjà organisées tout au cours de cette année depuis quelques temps. Et il y a aussi des acquis qui sont déjà clairs et nets et qui sont produits de ce boulot qu'on a fait tout ensemble à les membres de cette alliance mondiale de l'année internationale. C'est que les acquis concrets dans lesquels je vais faire référence, c'est par exemple la résolution adoptée dans les dernières COP de la Convention des Nations Unies de la lutte contre la désertification, mais aussi, comme ma collègue Marianne l'a dit, deux résolutions encore liées au pastoralisme et des zonalités semi-arides, dans l'année 2016 et 2018, dans l'Assemblée générale du programme des Nations Unies pour l'environnement, UNEP. Mais c'est aussi différent parce que c'est vraiment enthousiaste la façon dans laquelle les organisations sont en train de travailler derrière ces panels-là. Et cette webinaire, je crois que c'est vraiment l'opportunité de lancer un peu les activités, la motivation, l'engagement et les compromis dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique centrale. Et je considère aussi que c'est une opportunité incroyable pour que la sous-région, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, portent cette expertise, les bonnes pratiques, les connaissances et la représentativité du système pastoraux sahélien au niveau global.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit que dans les différents agendas, les différentes conventions, les différents mouvements politiques qui se trouvent tout au niveau global, je vois que c'est nécessaire de renforcer ces liens entre la sous-région et ce processus de politique global qui se reflète surtout dans les trois corps différents, là où je crois que l'Afrique de l'Ouest peut porter beaucoup d'expertise basée sur les différentes initiatives, projets, comme il a été mentionné par le secrétaire exécutif de SILS, et faire savoir au monde la potentialité des systèmes pastoraux dans l'Afrique de l'Ouest. Et important aussi pour moi de regarder et voir comment qu'est-ce qui va se passer après l'année 2026. La collègue Marianne, et je suis sûr aussi que cette alliance mondiale, ça va continuer à travailler en soutien des systèmes pastoraux et des parcours au niveau mondial. Mais c'est à nous tous de nous organiser et de voir comment on peut consolider cette initiative et cette façon de faire, ouvert, participatif, inclusif, tout ensemble dans la sous-région. Donc ça je sais qu'il y a des efforts énormes, majeurs, faits à la sous-région. On peut, c'est comme le secrétaire exécutif de SILS il a rappelé, mais on avait le Nouakchott la 10, ça fait pas longtemps, et que c'est un grand événement en ressortissant aussi la potentialité des systèmes pastoraux, les investissements et les engagements des différents gouvernements de la sous-région. Donc, c'est une opportunité aussi à niveau national. Nous parlons aujourd'hui ici à niveau régional parce que nous avons des représentants de tous les différents pays et de la société civile, des organisations de pasteurs et tout. Mais il faut regarder aussi à niveau national. Il faut s'organiser à niveau de pays. Il faut faire des actions concrètes à niveau pays et s'organiser avec les différents ministères de l'Agriculture, les différents ministères de l'Environnement, mais aussi entre tous les partis prenants au niveau pays. Et il est toujours à conseiller d'établir de quelque façon à niveau pays un cadre de concertation, on dirait, au niveau entre tous les différents partis prenants pour se coordonner et voir comment la mise en œuvre de l'AMI internationale peut être plus effective. Et sortir normalement de cette communauté-là dans laquelle nous sommes toujours et que nous parlons nous-mêmes. Cette année-là doit servir pour sortir de cette réseau et de cette communauté dans laquelle nous sommes maintenant, pour arriver au public, pour faire connaître, et pour faire connaître aussi des avantages des systèmes extensifs, mobiles, en Afrique de l'Ouest. Je voudrais finir ici, je vais laisser la parole à ma collègue Ivana Mardesic. S'il y a quelques questions à poser ou quelques études, je suis là à répondre. Donc, Ivana, s'il vous plaît, si tu peux démarrer la petite présentation qu'on avait préparée. Oui. À toi, Ivana. Et merci beaucoup à tous les participants. Est-ce que si je fais ça, vous voyez le plein écran? Oui. Oups, c'est la fin. Voilà. Ça marche. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégorio. Merci à tous les participants pour votre temps et votre disponibilité pour cette petite réunion de lancement des activités de l'année dans la région. Vous allez voir que pas mal de choses se recoupent avec ce que Mariam a déjà dit, Grégorio a déjà dit. Donc, je vais aller très rapidement sur ces éléments-là. Juste voilà pour dire que comme c'est un mouvement global, on retrouve souvent cet acronyme de IYRP, donc on l'a laissé ici juste pour qu'on puisse faire le lien en fait avec les initiatives qui existent. Donc Mariam l'a déjà rappelé, mais le pastoralisme c'est vraiment un système d'élevage qui existe dans les 3/4 des pays du monde, qui fait vivre encore énormément de personnes et qui est une source d'emploi dans des zones qui d'un point de vue disons urbain peut être qualifiées de reculées, donc les zones les plus froides, les zones les plus chaudes, les zones montagneuses de la planète, donc qui crée vraiment une source d'emploi et de vie dans ces zones-là, avec des pâturages qui couvrent environ la moitié de la surface terrestre. Ici, comme le nombre de pasteurs, c'est des estimations qui varient selon la méthodologie. Et comme disait Mariam aussi, on espère que cette année puisse peut-être être l'occasion d'harmoniser ces chiffres, d'avoir une idée claire justement de qui sont les pasteurs, où ils se trouvent, quelle est exactement la nature et la localisation des pâturages pour qu'on puisse justement consolider et développer sur des
des chiffres solides et pertinents, quelques indications des services écosystémiques que le pastoralisme génère. On peut mentionner notamment la captation du carbone organique dans le sol. Donc les pâturages captent 30% du carbone mondial terrestre. Donc c'est tout à fait pertinent dans le cadre des négociations et des réflexions actuelles sur les transitions écologiques et la nécessité de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, etc. La fertilisation des sols, le maintien de la biodiversité et des systèmes racinaires des sols, donc qui préviennent l'érosion notamment. Et enfin, par exemple, la prévention des feux de forêt qui sont particulièrement importants ces dernières années dans certaines régions du monde. Donc les systèmes pastoraux font face à plusieurs défis qui sont assez spécifiques aux régions, donc avec des problématiques assez régionales, mais dans l'ensemble des systèmes, on peut généralement identifier une compétition accrue avec d'autres usages du territoire. Dans cette région-là, on peut notamment parler bien sûr de l'extension des zones agricoles, des zones urbaines, dans certaines parties des zones minières. Donc avec ce sentiment que ce sont des zones vides, donc comme le disait Mariam, la sorte de tromperie qui nous fait penser que ce sont des zones infertiles et donc à d'autres usages. Donc une insécurité foncière qui découle de cette compétition et de cette exclusion des espaces. Une exclusion des prises de décision qui sont dues à cet éloignement aussi des zones urbaines qui sont en fait généralement les zones de prise de décision, un déficit d'investissement dans ces espaces qui est complètement alimenté par la méconnaissance de ces systèmes et de ces nombreux avantages qu'on a pu citer précédemment, et puis également une difficulté de renouvellement des générations avec des jeunes générations qui sont moins inclines à poursuivre cette activité. Donc les objectifs sont ceux qui ont déjà été préalablement cités. C'est beaucoup des objectifs de sensibilisation, de faire porter justement la voix, de visibiliser justement tous les avantages des systèmes extensifs, de vraiment reconnaître le pastoralisme comme un élevage travaillant avec la nature, donc écologique, qui préserve les connaissances traditionnelles et contribue donc aux économies rurales. Mais au-delà de cette sensibilisation, on aimerait justement encourager l'action des parties prenantes, que ce soit les États, les institutions, les agences de développement, les organisations elles-mêmes, de soutenir la gestion durable des pâturages et d'inclure les éleveurs aussi dans un mode de consultation plus inclusif. Et donc, in fine, aussi de promouvoir un investissement responsable dans le secteur. Donc ici, ça a déjà été mentionné, c'est les principales étapes ici davantage les étapes un petit peu institutionnelles de la proclamation de l'année. Donc c'est parti d'une toute première idée en 2008 autour d'une année internationale des pâturages qui s'est développée autour d'une idée davantage de pâturage et des pasteurs comme premiers usagers de ces espaces et gardiens de ces espaces. Et puis la création du groupe de soutien, donc aujourd'hui qu'on appelle l'Alliance globale, que Mariam représente aujourd'hui, en 2017, et qui a contribué énormément à aujourd'hui à ce momentum, je ne sais pas comment l'appeler en français, c'est vraiment ce moment global autour de l'année qui a été approuvé donc par différentes étapes et jusqu'à l'Assemblée générale des Nations Unies en mars 2022. Parmi les étapes récentes franchies d'un point de vue, disons, institutionnel, il y a le développement d'une note conceptuelle de l'année, la mise en place de secrétariat et la mise en place du comité international de pilotage, dont on va vous décrire à l'instant la composition. Et puis, on a également le développement d'une proposition d'identité visuelle officielle qui a été finalisée ce mois-ci et qui est en train d'être développée sous toutes les langues, sous toutes les formes, etc., et qui sera bientôt mise à disposition. Donc au niveau du secrétariat, il est composé donc de représentants des divisions techniques pertinentes du siège de la FAO. Donc c'est bien sûr la division de l'élevage donc que
que nous représentons ici avec Gregorio et Claudia, mais c'est également la division les collègues spécialistes du genre, c'est évidemment les collègues spécialistes du foncier, etc. Donc c'est, disons, les thématiques prioritaires qui sont associées à cette année. Et puis des représentants des bureaux régionaux, bien sûr, pour assurer une représentativité à l'échelle globale. Le comité international de pilotage, qui lui est donc a été nommé en partie par le secrétariat pour ce qui est des acteurs non étatiques et en partie par les représentants des pays membres de la FAO eux-mêmes. Donc en ce qui concerne les acteurs étatiques, on a un ou une représentante de chaque région que vous pouvez voir ci-dessous, et ensuite des suppléants, donc également pour certaines des régions. Pour ce qui est des acteurs non étatiques, nous avons donc les représentants et représentantes de 2 organisations de producteurs, 2 organisations de la société civile, un représentant du secteur privé, les organisations internationales, donc notamment l'UNCCD, avec qui il y a évidemment beaucoup de synergies à trouver, et puis donc les universités et les instituts de recherche internationaux. Au niveau des principales activités futures, donc Mariam est allée encore au-delà en fait en termes de précision, mais d'un point de vue encore une fois de la FAO, on peut citer donc aujourd'hui l'étape de la mobilisation des ressources, parce que les années internationales ne peuvent être financées que par des contributions volontaires, donc on ne peut pas utiliser les budgets réguliers de la FAO pour mettre en œuvre ces années, c'est une des règles des Nations Unies. Donc on est dans cette phase de mobilisation des ressources. Comme je le disais, l'élaboration d'un plan de communication qui inclut l'identité visuelle, mais aussi un site officiel, etc., et des matériaux qui seront partagés pour tous. L'élaboration du plan d'action mondial, bien sûr, en lien avec ce que Mariam a déjà présenté. Et puis le lancement officiel qui aura lieu la première semaine de décembre. Tout au long de l'année, donc la production de documents techniques, de matériaux de sensibilisation, la mise en œuvre du plan et l'organisation et la participation à différentes conférences et événements régionaux et globaux. Et puis la cérémonie de clôture aura lieu vraisemblablement entre février et mars 2027. Alors peut-être que c'est la partie qui vous intéressera le plus, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'année internationale. Déjà en tant que représentant d'une agence de l'État ou d'une organisation d'un institut, vous pouvez nommer un point focal, quelqu'un qui pourrait être le lien vraiment entre cette alliance, le secrétariat, etc., et puis le reste des organisations ou des représentants des membres de votre institution, association, etc. Et puis, pourquoi pas établir une sorte de comité de pilotage ou de travail pour la mise en œuvre de l'année, donc pour organiser et coordonner ce qui va se passer. Vous pouvez aussi vous rapprocher donc, des groupes régionaux d'appui à l'année, dont je pense qu'on entendra parler également peut-être par Serena tout à l'heure. Organiser, bien sûr, ou soutenir des événements locaux, nationaux ou régionaux, ou bien essayer de flécher des événements existants sur la thématique des pasteurs et des éleveurs, des parcours, qui peut être une solution un peu moins coûteuse. Informer bien sûr le secrétariat des événements que vous allez organiser, de manière à ce qu'ils soient visibles sur le site, et puis utiliser largement le logo et les matériaux de communication dès qu'ils seront partagés. Donc voilà, on vous remercie. Je pense qu'on a pris assez de temps comme ça et on aimerait vraiment profiter de cet événement pour entendre aussi vos idées, vos initiatives, vos espoirs, vos perspectives vis-à-vis de cette année qui, on espère, est une merveilleuse opportunité de rendre visible et de soutenir davantage les systèmes pastoraux qui sont très représentés dans la région. Donc merci beaucoup et un grand merci Ivana et Gregorio pour ces interventions. Donc on rappelle à tous les participants qui le souhaitent qu'il est possible de poser des questions dans le chat et dans une séquence qui va arriver très bientôt, on pourra prendre toutes vos questions et apporter des réponses. Donc n'hésitez pas à commencer à les poser dès maintenant. Suite à ces propos qui donnent un cadre plus précis
au contour de l'année internationale, on vous propose maintenant d'illustrer cela avec certaines initiatives concrètes qui commencent à être engagées dans différentes géographies. Donc on va pouvoir avoir une petite présentation rapide des initiatives promues au sein du groupe de travail sur le pastoralisme. On donnera la parole à Aruna Abarchi qui nous parlera des initiatives en cours en Afrique de l'Ouest. Et ensuite, on aura une vidéo de témoignage sur la Mongolie. Donc, à l'issue de cette séquence-là, on va vraiment ouvrir un temps d'échange, de discussion. Il n'y aura plus de présentation. Donc, préparez vos questions. On les prend juste après. Merci. Merci Amel. Moi c'est Stéphane Omazon d'AVSF, Agronomie Vétérinaire Sans Frontières. Je prends juste 3 minutes pour présenter le groupe de travail que nous avons constitué il y a 3-4 ans, donc Acting for Life, Agronomie Vétérinaire Sans Frontières, le GRET, Interréseau, l'IRAM, et le CIRAD, en particulier l'unité de recherche sur les systèmes d'élevage méditerranéens et tropicaux, donc le CELMET. On a constitué ce groupe de travail surtout parce qu'on s'est réunis autour de la table lors de la proposition de la Mongolie à créer l'année internationale, donc à dédier une année internationale au parcours pasteur. Donc, on a demandé à l'ambassadrice de France auprès de la FAO de en même temps, on est tous membres d'Interréseau. Donc moi, je viens de voir, on a plus ou moins 170 personnes qui sont connectées en ce moment. Donc je pense que vous êtes tous en contact ou avec la FAO, ou avec le CILS, ou avec l'une de nos historiques en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans d'autres géographies. Et on commence à mettre en pratique certaines initiatives. La première, c'est ce webinaire, qui est un webinaire d'information et d'échange. Donc, c'est ce qu'ils appellent, c'est vous stimuler pour poser des questions, pour aussi imaginer les suites de ce webinaire, et il y aura une séance finale dans laquelle on essayera de tirer les conclusions des propositions, mais en même temps, donc, grâce aussi aux différentes compétences qu'on a dans le groupe, on a la capacité de mettre en place des plateformes virtuelles pour échanger des informations. Comme vous avez compris des présentations de Gregorio, Ivana et Mariam, il sera important de labelliser les événements comme événement année internationale du pastoralisme, parce que l'année internationale, c'est surtout une année de visibilité pour le pasteur, pour les éleveurs et pour nous, les associations en appui. Et puis, bon, on est en capacité d'appuyer la création des contenus de communication. Ce qui est intéressant aussi, c'est que avec le CIRAD, on est en train d'élaborer une note de cadrage politique sur le pastoralisme que l'AFD, l'Agence française de développement, donc, portera au Salon de l'agriculture 2026 à Paris, pour notamment parler de pastoralisme et défendre le pastoralisme ici et là-bas, partout dans le monde. Et enfin, l'intention, c'est de tirer un bilan de l'année internationale du pastoralisme en 2027. Et pour cela, avec Interréseau, on participera à l'élaboration d'un grain de sel auquel certainement on demandera la contribution des organisations pastorales avec lesquelles nous sommes liés. On vous partagera aussi les contacts. Donc, en plus que les contacts déjà des panélistes qui ont pris la parole, vous aurez la possibilité de contacter directement les collègues. Et bon, je te repasse la parole à Amel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Stéphano. Alors on a un petit problème technique. On souhaiterait que notre collègue Aruna Barchi soit promu panéliste. Il va prendre la parole juste après la présentation de la vidéo de témoignage sur la Mongolie. Donc en prévision de cette intervention, voilà, merci à l'équipe technique de bien vouloir le promouvoir pour qu'il puisse également ouvrir son micro et sa vidéo. Donc on vous propose du coup en attendant cela de projeter une petite vidéo donc, du groupe de soutien Asie avec un témoignage d'un partenaire de la Mongolie, qui est donc un pays, comme vous l'avez vu, très engagé dans la promotion de cette année internationale. Donc ils nous ont fait le plaisir de nous partager une petite vidéo pour donner à voir la dynamique des gens en cours à leur niveau. Et on vous retrouve tout de suite après pour le témoignage Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. So hello everyone. So I would like to discuss more about Mongolian participation in IOR. I am Burma. I work for Green Gold Mongolian Rangeland Research Center. So we work for different fields. So first one is we implemented the science-based standards for rangeland management and ensure the participation of herders in that sustainable activities and support rangeland restoration. And then also we work for greenhouse gas emission. So Mongolian government initiated the IORP in August 2019, and then the Mongolian government officially proposed to the United Nations that 2026 will be declared International Year of Rangeland Pastoralist. So the main aim is to raise globally about the importance of rangeland and pastoralist community for the food security, biodiversity, sustainable livelihood, and climate change. So Mongolia emphasizes that the large part of its land of Mongolia population are connected with the pastoralist and traditional knowledge and traditional mobility. And maybe everyone know about that the IORP supported groups. So at the moment, more than 500 people organization has been supported, and then globally 12 working groups are working for IORP. And then this 12 teams has been updated, and then recently this is updated last August and then distributed to all the nations. So at the moment, the IORP Global Alliance has been developed the calendar for the gatherings in the world. There's so many different gatherings are happening, and then if you look at this calendar, you can see that the gathering is happening in different region and different country. So another one is on behalf of Mongolian government, the government is going to be participate side event in COP, UNCCT COP 17 on behalf of IORP together, and another one is like international herder gathering is under discussion. So it's going to be planning. It's after, like before COP in August. So this will be like not really decided yet, but there's so many countries has been declared that they would like to support, and then Mongolian government also like wanted to support that transportation of each herders if they come to UB, and then the local transportation will be like covered by Mongolian government. So this is the ideas I would like to share for you today. Thank you. Et donc pour clôturer cette séquence, on souhaite maintenant donner la parole à notre collègue Aruna. À notre collègue. Excusez-moi, il y a eu un problème avec la traduction. Donc on souhaite désormais donner la parole à notre collègue Aruna Abarchi, co-chair du groupe de soutien Afrique de l'Ouest. Donc Aruna, à toi la parole.
Et j'ai voulu bien faire la présentation donc aujourd'hui. Mais qu'il est nécessaire de savoir pourquoi nous avons bien voulu en être dans cette situation-là. Alors, et voilà, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, donc notre contribution, c'est surtout de vouloir avoir des bonnes contributions sur les parcours et les pasteurs sur la sécurité alimentaire et l'économie pastorale et des services écosystémiques. Nous voulons aussi faire promouvoir des politiques législatives claires et scientifiques, mobiliser des acteurs du monde autour de toutes les opportunités et enfin augmenter les investissements. Ensuite, Mariam a parlé de plus de 70 organisations d'éleveurs membres. Alors, parmi ces 70, il y a une vingtaine qui sont dans notre groupe de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Maintenant, autre chose, nous avons voulu, en tout cas avant l'année internationale, donc avant 2026, organiser un certain nombre de choses, notamment une recherche conjointe, des notes d'orientation et de déclaration, des rassemblements d'éleveurs que nous organisons beaucoup de fois et que nous allons renforcer à travers la préparation de cette année internationale, et des campagnes d'information et de sensibilisation à travers les réseaux et les différents réseaux sociaux et autres. Et nous souhaitons organiser un certain nombre d'expositions, notamment sur les films et tout ce qui concerne la vie des éleveurs. Alors, d'autres conférences sont aussi prévues pour pouvoir essayer en tout cas, de faire en sorte que cette année soit véritablement une réussite. Voilà. Voilà, donc et je continue en disant que bien sûr que nous souhaitons donc élargir véritablement notre réseau à travers le soutien de beaucoup d'organisations et de gouvernements. Nous souhaitons également travailler avec la FAO et le groupe global, donc le groupe international de l'année internationale sur le pastoralisme et les pasteurs, et jouer vraiment un rôle central au niveau de ces activités-là. Autre chose, et toujours dans ce cadre-là, nous avons donc élaboré un plan d'action que nous avons bien voulu exécuter. Et là, il y a des préparations préalables qu'il faut faire, notamment les recherches. Et puis, essayer en tout cas de suivre tout ce qui va se passer pendant, avant et après l'année, après 2026. Autre chose, et nous avons un objectif. Notre objectif, c'est de créer ou de conduire en tout cas des activités multi-acteurs au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour pouvoir atteindre les objectifs. Contacter et informer les éleveurs, aider et coordonner les activités nationales dans toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre et contribuer même aux activités régionales. Autre chose, donc, nous avons bien voulu vous dire ce qui s'est passé. Nous avons donc organisé un colloque à Sali, à Dakar en 2024, et nous avons participé aux entretiens du PRAPS dans le SE du CIRS en Africa. Et autre chose, nous avons donc plus de 70 membres au niveau national et local, donc dans le mailing list et divers niveaux. Des webinaires que nous avons organisés depuis 2021 jusqu'à maintenant, mais aussi des demandes d'un certain nombre d'ONG qui veulent bien nous soutenir et nous sommes preneurs. Voilà, nous souhaitons aussi participer à un certain nombre d'événements aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou même au niveau de l'Afrique centrale. Maintenant, pour les étapes suivantes, nous souhaitons vraiment poursuivre la dynamique de l'année internationale au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à travers la participation des organisations régionales, notamment l'APES et le réseau, plus un certain nombre de structures de recherche. Nous souhaitons organiser un colloque à Sali au Sénégal
Et nous avons déjà, en tout cas, un comité directeur qui est là, composé des organisations de la société civile, pour pouvoir monter le projet, mais aussi pour aller véritablement vers la communication. En plus, donc, nous considérons en tout cas qu'il y a un certain nombre de succès qui sont déjà là et qui sont listés là, je n'ai pas besoin de les lister. Maintenant, autre chose, nous souhaitons vraiment en termes de recommandations une plus grande implication des organisations régionales comme le CILS et la CEDEAO, un soutien conséquent des partenaires pour pouvoir aboutir à une grande mobilisation des éleveurs et des pasteurs. Et là, voilà, donc pour ceux qui viennent de la présentation, je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aruna pour ce panorama très complet qui donne à voir sur les actions qui ont déjà été conduites en Afrique de l'Ouest et sur les perspectives aussi qui se dressent pour les prochains mois. Donc merci infiniment pour cela. On en a fini désormais des présentations, donc on va ouvrir maintenant le temps de questions et d'échanges. Donc on a plusieurs questions qui sont déjà ressorties sur le chat. Donc je vais laisser la parole à Annabelle qui suit ça depuis le début du webinaire pour nous dire quelles sont les questions principalement posées par les participants et on donnera la parole à nos différents panélistes ensuite pour y apporter des réponses. Et s'il y a d'autres questions, donc il est toujours temps de les écrire dans le chat, on les prendra dans les prochaines minutes. Donc Annabelle, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc effectivement, merci pour toutes les questions qu'on a reçues. Il y a beaucoup de questions qui sont tournées autour de le fait qu'il y a déjà beaucoup d'expériences et des données et des analyses qui sont faites au niveau de l'Afrique de l'Ouest et comment on peut capitaliser sur ces informations, ces analyses pour les faire partie de le processus de IYRP. Et un peu sur le même type de questions, comment on peut faire en sorte que les enjeux spécifiques liés au agropastoralisme en Afrique de l'Ouest soient intégrés et pris en compte dans cette année internationale IYRP. Donc, je pose ces deux questions peut-être plus à Gregorio de la FAO et peut-être ensuite à Serena et Aruna qui gèrent le IYRP, le côté Afrique de l'Ouest. Merci, Amel. Par rapport aux spécificités de chacune des régions, je crois que le message, bon, il y aura on dirait un paquet de communication, un paquet communicationnel officiel de la FAO. C'est pour clarifier que le logo qu'il a été montré aujourd'hui tout au long des différentes présentations, ce n'est pas le logo officiel, c'est le logo qu'on avait utilisé pendant toutes les périodes de travaux ensemble de l'Alliance mondiale. Le logo officiel de la FAO va bientôt sortir, mais il y a des messages clés et de communication globale qu'on va sortir de la FAO et qu'on va largement partager avec vous tous. Mais la spécificité au niveau de chacune des régions, il faut les pousser de la région même. Il faut l'identifier de la région même et les adresser tout autour de la mise en œuvre des célébrations et des événements qui va se passer tout autour de l'année internationale. Mais chacune des régions dans le monde, il faut qu'il adresse clairement les besoins et les nécessités identifiées et avantages de cette année internationale pour les adresser au moins les tourner visibles, au plus visibles encore. Donc, si c'est la sécurité alimentaire, comme le participant l'avait dit dans le chat, si c'est la question conflictuelle, si c'est la question de la mobilité transfrontalière, que c'est vraiment un cas spécifique et clair de l'Afrique de l'Est, il faut les adresser, il faut les mettre dans les messages de l'année internationale et utiliser cette année internationale pour faire plus visible encore ces soucis et ces besoins de chacune des régions dans le monde. L'autre question, c'était relatif à quoi, Ahmed? C'était
Est-ce que yo dois adresser plus de questions? Et je pense que vous avez bien répondu aux deux questions que Okay. Merci Gregorio. Merci, Amel. Et peut-être j'ajoute une dernière question on est en train de la recevoir en même temps, mais plutôt à Serena, je crois, est-ce qu'il y a prévu la mise en place des groupes de travail pays? Merci Serena. Oui, moi, je n'ai pas compris cette question. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. J'ai un problème, en tout cas, au niveau de la connexion. Là, elle est assez instable. La question, oui, bonjour Amina. La question était, est-ce qu'il y aura des groupes de travail mis en place pour chaque pays? Voilà, merci beaucoup. Vraiment, c'est le souhait. C'est vraiment le souhait qu'il y ait vraiment des groupes de travail au niveau de chaque pays. Mais malheureusement, pour un certain nombre de pays, nous n'en avons pas. Parce que nous n'avons pas assez de structures, aussi bien des organisations de la société civile que l'État ou même d'autres institutions ou organisations internationales qui ont répondu ou qui ont soutenu l'initiative. Par exemple, pour le Niger, nous avons 4 structures qui ont soutenu la structure, à savoir l'ONG A2N, l'UICN, Merci Corps, PSF et la FAO au niveau national. Mais nous avons des contacts de manière assez disparate, sans qu'on s'asseye un jour pour dire voilà ce qu'on va faire. Il y a assez d'hésitation au niveau des différents bureaux nationaux de ces structures-là, parce que le soutien est fait à un autre niveau, au niveau international. Par exemple, Merci Corps, c'est au niveau international, VSF, c'est au niveau international, etc., etc. Donc, le niveau national, en tout cas, ne bouge pas trop ou bien ne prend pas trop de responsabilités, de décisions pour pouvoir participer à ces choses-là. Nous allons insister et notre souhait vraiment, c'est de le faire. Moi, j'en ai parlé à un certain nombre de structures dans divers pays pour pouvoir travailler ensemble afin de participer à une bonne mobilisation des structures d'éleveurs pour que les éleveurs sachent que c'est leur affaire. Ne serait-ce qu'au niveau des différentes fêtes d'éleveurs qui s'organisent dans divers pays, comme par exemple au Niger, au Tchad, etc., etc. Au Niger, par exemple, la cure salée aura lieu peut-être dans 10 jours, parce que ça va commencer en octobre, la première semaine d'octobre. Et là, nous souhaitons vraiment en parler, mais on va voir en tout cas ce que ça va donner. Nous allons insister pour que ça soit vraiment, et j'en appelle aux autres structures de faire pareil dans leur pays respectif. Merci beaucoup. Je peux me permettre, juste pour compléter ce que Aruna vient de dire. Oui, vas-y. Je me présente d'abord, je m'appelle Serena Ferrari, je suis chercheure au CIRAD dans le domaine du pastoralisme et j'ai une double casquette aujourd'hui parce que non seulement je représente le CIRAD, mais ensemble avec Aruna Abarchi, je suis aussi co-chair de ce groupe de soutien à l'IYRP, à l'année internationale, pour notre région, l'Afrique occidentale et centrale. Donc nous sommes 3 co-chairs, Aruna qui est de l'organisation A2N du Niger, moi-même du CIRAD basé au Sénégal, et Bababa, chercheur à l'ILRI basé à Dakar, au Sénégal aussi. Donc juste pour clarifier comment ça fonctionne ce groupe régional. Alors tout est basé sur la base du bénévolat. Donc comme au niveau global, aussi au niveau régional, malheureusement, il n'y a pas encore de fonds qui sont alloués spécifiquement pour l'organisation d'événements liés à l'année internationale. Donc tout se base sur le bénévolat et chaque institution, chaque personne qui souhaite organiser quelque chose et l'afficher comme sous le label de l'année internationale est le bienvenu. Donc notre groupe régional, comme le disait Aruna pendant sa présentation, rassemble presque une centaine de personnes aujourd'hui. Et en quoi ça consiste?
principalement, c'est une liste de diffusion parce que notre objectif principal en tant que groupe de soutien régional, c'est de faire fonction de relais d'information, à la fois pour faire remonter vers le haut les informations et pour les faire redescendre vers le bas. Parce que, alors, il y a ce grand chapeau de la coalition globale de soutien à l'année internationale. Donc, c'est une coalition qui rassemble des institutions de partout dans le monde. Mais souvent, en fait, les informations de cette coalition globale ne redescendent pas dans notre région. Et ça, alors, nous, malheureusement, on a une grande barrière qui est celle de la langue. Parce que, voilà, l'anglais n'est pas la langue franche dans notre région. Il y a beaucoup de pays beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais et qui donc ont du mal à recevoir des informations qui arrivent en anglais. Donc c'est terre à terre, mais malheureusement c'est une réalité. Beaucoup d'informations au niveau global ne nous arrivent pas à notre niveau. Donc notre ambition comme groupe de soutien régional, c'est aussi de faire redescendre ces informations à l'échelle globale. Après, on les fait remonter aussi parce que ce qui se passe dans notre région d'Afrique occidentale et centrale, souvent ne remonte pas. Et encore, c'est un problème de langue, c'est un problème de réseau. Mais souvent, donc, à l'échelle globale, ils n'ont pas des informations sur notre région. Et donc, nous, on fait fonction de relais aussi dans ce sens. On les fait remonter. Maintenant, on essaye aussi d'être un catalyseur, on essaye aussi de rassembler des initiatives qui ont un lien avec le pastoralisme et avec les pâturages et qui veulent s'afficher donc comme année internationale des parcours et des pasteurs. Donc, dans ce cadre, par exemple, le colloque scientifique qui s'est tenu l'année dernière au Sénégal, voilà, ça c'est un exemple. Il s'est affiché, il a été organisé par certaines organisations qui soutiennent l'année internationale et donc ça a été affiché comme année internationale des parcours et des pasteurs. Maintenant, j'ai vu, il y a une question dans le chat à propos du Mali, de la question sécuritaire au Mali. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est central dans notre région où malheureusement il y a beaucoup de conflits et beaucoup d'insécurité. Donc, chaque personne qui souhaite organiser quelque chose, proposer quelque chose, peut la faire remonter à notre niveau. Je mettrai nos adresses mail dans le chat parce que comme ça vous pouvez nous écrire et demander à ce que vous fassiez partie de cette liste de diffusion. Et c'est possible d'instaurer une communication dans cette liste de diffusion et de faire remonter des idées, de lancer des idées. Donc, toutes les idées sont les bienvenues. Et par exemple, ça a été mentionné rapidement dans les présentations précédentes. Par exemple, l'un des membres de notre groupe régional a proposé il y a quelque temps de valoriser un peu les connaissances traditionnelles liées à l'élevage dans notre région. Et l'idée a été bien accueillie, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été favorables. Et donc, à partir de là, on a lancé l'idée d'organiser un rassemblement régional de pasteurs sur ce thème-là, donc la préservation des savoirs traditionnels liés à l'élevage. Et ce rassemblement devrait avoir lieu au mois de mai au Sénégal, à l'occasion d'un colloque scientifique sur la valorisation du lait. Voilà, donc juste pour vous dire que c'est possible de faire remonter des idées et d'avoir un appui, ne fût-ce qu'un appui en termes de communication, de faire un peu de caisse de résonance pour certaines idées. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les communiquer à notre groupe. Merci beaucoup. Un grand merci Serena pour tous ces compléments apportés aux questions posées dans le chat. Je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir donner la parole à chacun, mais n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, comme ça on essaie de les regrouper, de pouvoir vous apporter les réponses attendues. Donc Annabelle, peut-être qu'il y a d'autres questions que tu souhaites partager l'assistance. Il y a quelques autres qu'on pourrait, avant la fin de cette session sur les questions-réponses. La première, c'est que je pense que Serena, vous venez de répondre peut-être, mais c'est pour être sûr de bien comprendre comment on peut faire labelliser
un événement IYRP et aussi dans l'organisation de IYRP 2026 qui est en charge de collecter les thèmes de communication. Donc je pose ces questions à Gregoria ou Ivana peut-être, pour revenir aussi sur les questions de labellisation si besoin. Merci. Oui, j'ai pas tout à fait compris la question par rapport au thème de communication. Est-ce que c'est les 12 thématiques qui sont présentées par Mariam ou est-ce que c'est les matériaux de communication qui seront bon, en tout cas, peut-être que je peux répondre aux deux, comme ça on est sûr de couvrir. Pour ce qui est des 12 thématiques, elles sont sur le site de l'Alliance Globale. Donc vous trouverez voilà, les 12 thématiques qui ont été proposées par l'Alliance. Et pour ce qui est des matériaux de communication, d'un point de vue de la FAO, effectivement, il y aura la production donc du logo officiel qui est déjà en fait finalisé, mais qui est en train d'être développé pour les autres langues, et donc pour aussi des directives en fait d'utilisation du logo et de comment est-ce qu'on peut justement utiliser ce logo pour labelliser les événements. Donc effectivement, on va inviter le plus largement possible l'utilisation du logo. Voilà, le logo de la FAO a des contraintes très précises pour son utilisation, mais celui du logo, l'idée justement, c'est de pouvoir le diffuser largement. Donc toutes ces directives, elles seront partagées dès qu'elles seront disponibles. Peut-être que d'ici là, on peut inviter à utiliser le logo de l'Alliance Globale, donc qui est disponible sur le site iyrp.org si je me trompe. Si je me trompe pas. Et voilà, je sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport aux matériaux de communication. On invitera aussi les personnes à diffuser la vidéo. Il y aura une vidéo de lancement qui sera également traduite dans les 6 langues officielles de la FAO, donc dont le français. Et puis effectivement, on sera sans doute très intéressé d'avoir aussi des témoignages de terrain, de faire connaître en fait le grand public aussi de ce à quoi le pastoralisme ressemble, qu'est-ce que c'est, dans quel paysage il s'insère, quelles sont les pratiques, quelles sont les difficultés et quelles sont aussi les solutions que les personnes aimeraient promouvoir et voir mises en place à l'issue de l'année. Donc sans doute qu'on fera aussi des appels à contribution en termes de concertation et de matériaux de communication. Merci beaucoup. Donc, merci. Et peut-être une dernière précision, voire question, c'est qu'il y a eu beaucoup des questions dans le chat qui parlent des thématiques très précises, par exemple la santé animale ou la question de l'eau. Donc, je pense que c'est important de poser directement à Serena et Runa. Si les organisations, les OP, les OSC ont des questions ou veulent partager des informations, c'est avec vous, ils vous envoient des mails, comment vous voulez que ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de questions en fait sur le chat, sur des thématiques en particulier et comment eux ils peuvent partager des informations là-dessus. Voilà, donc moi je prends la parole en tout cas pour cela. Moi je pense que pour ce qui concerne ces différentes informations qui sont quand même d'ordre capital, notamment la santé animale, l'hydraulique pastorale, mais aussi le foncier, parce que quand on dit pastoralisme, il faut aussi aller et venir, donc il faut vraiment des corridors sécurisés. Alors, ce que nous faisons jusqu'ici, nous avons, en tout cas dans certains pays, un système de veille informative. Ce système consiste en tout cas à regrouper ou identifier un certain nombre d'éleveurs qui sont à des endroits bien précis et qui observent tout comportement nouveau en termes de santé animale, en termes de mouvement de bétail, ils informent. Ils informent par les appels téléphoniques, surtout, parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit, ils informent par des appels téléphoniques, là où il y a le réseau, et s'il n'y a pas le réseau, ils cherchent le réseau pour faire la communication et nous informer. Pour ce qui concerne l'hydraulique, bon, ça, ce n'est pas de nouvelles informations. C'est déjà une situation connue dans beaucoup de zones. On sait que les zones pastorales sont les moins
pourvus en point d'eau. Donc le maillage est très faible, très faible, de par même les différentes lois des différents pays. Et là, qu'est-ce qu'il faut que les gens expriment juste les besoins. Voilà, tel endroit, sur tel nombre d'hectares, sur tel nombre de kilomètres, il n'y a aucun point d'eau, ou bien il n'y a qu'un seul point d'eau. C'est nécessaire de faire ce de faire ça. Donc ça, c'est juste informer les gens par rapport au manque, en tout cas de cette ressource qui est capitale pour tout le monde, hein, pas l'eau, pas le bétail seulement, y compris les humains. L'eau, c'est capital pour tout le monde. Donc c'est comme ça que ça se fait. Pour la santé animale, je l'ai dit, c'est observer et informer, donc faire remonter. Et très souvent, on le conseille d'être en contact avec les différents services techniques parce qu'au niveau, chaque fois, département, pour ce qui concerne certains pays ou des concentrations, il y a non seulement des services étatiques, mais aussi il y a des vétérinaires privés. Pour les activités des différentes organisations, souvent en partenariat avec certaines structures, ils ont formé des auxiliaires d'élevage, donc des éleveurs qui ont un minimum dans le domaine de la santé animale et qui sont mis en réseau autour d'un vétérinaire privé qui collecte toutes les informations et qui les utilise aussi dans ces différents services. Là, il le fait et en fonction de tout ce qu'il découvre comme maladie, comme suspicion, comme tout, il remonte les informations aussi bien au niveau étatique qu'au niveau de nous-mêmes en tant que structure d'élevage. Donc, c'est ce qui se fait, en tout cas, dans beaucoup de pays. Et s'il y a une stratégie pour pouvoir améliorer cela, nous sommes preneurs et nous savons qu'il y a beaucoup d'insuffisances liées chaque fois à la couverture du réseau, liées aussi aujourd'hui à la limite, donc le contexte nouveau, notamment l'insécurité, qui constitue une limite pour que les gens partent à certains endroits pour constater quoi que ce soit. Donc cette veille informative aujourd'hui est confrontée aussi à ce nouveau contexte en termes de problèmes et difficultés. Donc voilà ce que nous faisons et nous, en tout cas, comptons vraiment continuer et améliorer cela malgré ce contexte difficile d'insécurité, mais aussi de changement climatique qui est là. Et pour certains pays, de réduction en tout cas d'investissement liés à certaines positions politiques. Voilà. Donc voilà ce que nous faisons. Peut-être Serena peut me compléter pour certains pays. Et merci beaucoup. Un grand merci Aruna. Je ne sais pas si Serena veut dire un mot pour compléter. Je pense qu'Aruna a été exhaustif. Très bien, merci. Donc on vous propose maintenant de passer à une autre séquence en donnant la parole de manière prioritaire aux réseaux régionaux d'organisations professionnelles. Donc on a avec nous des représentants du ROPA à travers Djibo Bagna, du RBM à travers Blama Diallo et le docteur Amadou Seni aussi de l'APES. Donc on vous propose de leur donner successivement la parole pour qu'ils puissent nous partager des tas des réflexions en cours dans chacun de leurs réseaux. Donc Djibo, normalement tu peux rallumer ton micro et intervenir et ensuite on pourra donner la parole à Blama et ensuite à Seni. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Amel et tous les autres participants. Je suis très heureux de prendre la parole au nom du cadre de concertation des OPR, puisque au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous avons un cadre de concertation qui regroupe les différents OPR. Aujourd'hui, c'est l'Europa qui assure l'audit. C'est le lieu aussi de saluer cette initiative et de remercier tous ceux qui se sont battus pour que, effectivement, au niveau du secteur de l'élevage aussi, qu'on connaisse ce qu'on a connu dans les autres secteurs, une année internationale, qui est un événement important où les acteurs peuvent, en tout cas, essayer de démontrer tout le potentiel qu'il y en a, les difficultés, mais également voir comment promouvoir le secteur à travers la synergie d'action. Effectivement, au niveau de la région, comme je disais, nous sommes structurés au niveau d'un certain nombre de réseaux. Bon, tout à l'heure, ils ont dit qu'il y a des réseaux qui vont bientôt intervenir, notamment RBM, APES et bien d'autres peut-être. Donc déjà, au point de vue structuration, on est quand même avancé parce que déjà, nous sommes organisés. Et nous sommes organisés à l'image de notre région où, au niveau des institutions, nous sommes là
pour veiller à ce que les politiques qui vont être élaborées tiennent compte de l'existence des différents maillons du monde rural, mais surtout, pour le cas précis, pour prendre en compte l'élevage dans sa diversité. Alors, c'est vrai que quand on parle de la diversité de l'élevage, la question de la mobilité ou la question du pastoralisme ou de la question de la transhumance se pose de tout temps. C'est une question qui était, disons, tabou, mais à force vraiment que les organisations d'éleveurs, pasteurs, les autres acteurs, les institutions, aujourd'hui, la question du pastoralisme est vraiment une vraie préoccupation. Ça a été pris à un niveau où je pense que c'est une opportunité d'avoir cette année. Alors, au niveau du repas, effectivement, la question de la transhumance ou la question de la mobilité ou la question du pastoralisme est une vraie préoccupation. Parce que l'Europa, c'est quand même les 13 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Il y a 2 pays normalement qui sont en construction, notamment le Nigeria et le Cap-Vert, normalement qui devraient aussi intégrer le réseau. Nous avons au niveau du ROPA mis en place des espaces de concertation et c'est ainsi que nous avons un espace pour les discuteurs, un espace pour l'horticulture, mais pour l'élevage aussi nous avons un espace que j'ai l'honneur en tout cas d'animer. Alors les actions que nous comptons bientôt mener, d'abord c'est cette question des pays côtiers, parce que la plupart des pays sahéliens font leur transhumance dans 2 zones, c'est-à-dire il y a le départ pour le sud quand les pluies s'arrêtent et il y a retour du sud vers le nord. Alors donc pour les pays côtiers, nous avons une initiative qui s'appelle BBTG où la plupart des acteurs, que ce soit les organisations de producteurs, que ce soit les services techniques, que ce soit les communes, les intercommunalités, que ce soit la recherche, certains partenaires, on est en train de voir comment prendre à bras le corps cette question de pastoralisme. Surtout que nous avons beaucoup d'initiatives. Quand vous prenez par exemple le Bénin, c'est un cas d'école où l'État a décidé de fermer la transhumance. Donc naturellement, nous devrons penser à qu'est-ce qu'on peut tirer de cette initiative-là. Il y a d'autres pays qui sont aussi tentés. Il y a des pays aujourd'hui où la transhumance devient une obligation parce que, compte tenu des aléas climatiques, on est obligé de promouvoir la transhumance parce que c'est ça qui permet aux éleveurs de bouger, de suivre les aléas climatiques. C'est-à-dire, s'il pleut par là, ils sont obligés d'aller vers là-bas parce qu'ils doivent aller chercher le pâturage. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a les questions foncières. C'est clair que dans la plupart de nos pays, la plupart des terres pastorales sont du domaine de l'État. Et quand c'est du domaine de l'État, parfois, suivre ça, c'est tout un problème. Donc, nous avons des difficultés parfois à constater que ces zones pastorales sont en train d'être occupées, sont en train d'être accaparées. Alors, donc, nous avons une vraie préoccupation. Sans oublier la dégradation liée au changement climatique, les inondations. Alors, donc tout ça, c'est des questions que nous abordons, nous essayons de discuter et d'échanger. Haruna en a parlé tout à l'heure d'un autre problème qui est l'insécurité. Aujourd'hui, que ce soit les pays sahéliens ou les pays côtiers, les transhumants traversent une situation extrêmement difficile. D'abord, à l'interne, puisque les communautés parfois pensent qu'il y a plus de djihadistes dans ces communautés qui vivent dans ces zones-là. Alors, il y a ce problème-là. Les communautés, parfois, ne les comprennent pas. Les gens qui sont chargés, les militaires, parfois, eux aussi ne comprennent pas. Ces pasteurs-là, ils sont confondus aux djihadistes. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Et le troisième élément maintenant, c'est au niveau global, où il y a des étiquettes. Tout celui qu'on voit, on considère que lui aussi, il est djihadiste. Donc ça freine
le mouvement, ça coince un peu le pastoralisme, ça coince un peu, tout en sachant que le pastoralisme est un élément d'intégration, est un élément de développement, est un élément économique, c'est un élément social. Donc, ces questions, nous essayons de les aborder, nous essayons de les discuter à travers des cadres de concertation. L'autre élément, c'est les questions transversales. Aujourd'hui, la question économique, la question sociale, la question culturelle, les différentes transformations des différentes politiques. Alors, le comportement, comment on fait? L'analphabétisme, la jeunesse aujourd'hui qui n'a pas de travail. Donc, les femmes aujourd'hui, où les maris ne sont plus là, ils ont été tués. Donc, toutes ces questions, vues dans l'angle pastoralisme, pose énormément de problèmes. Donc, ce sont des questions que nous abordons et l'Europa, en tout cas, accorde une place importante à ça. Et je pense que nous allons profiter de cette année prévue en 2026 pour qu'on puisse se greffer, pour qu'on remonte toutes ces questions. On va se baser sur nos différentes plateformes qui sont dans les pays et le cadre de concertation que nous avons au niveau régional pour construire toutes ces dynamiques et voir comment organiser des événements importants pour attirer l'attention, que ce soit des autorités, que ce soit nos propres membres, que ce soit les autres acteurs, pour qu'ensemble, on puisse prendre cette question. Maintenant, les vraies questions, c'est qu'on peut tirer les leçons à partir des années internationales passées, depuis les coopératives, l'année internationale de l'agriculture familiale. Nous pouvons tirer les leçons pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour que cette fois-ci, ce qu'on va avoir là soit véritablement des choses concrètes, des choses qu'on pourrait dire à la fin de l'année, oui, effectivement, sur ce plan, on a eu des avancées. Voilà les quelques éléments que je vais dire en demandant aux autres collègues aussi. J'imagine qu'à la fin, nous pourrons avoir l'opportunité de faire une synthèse et pour qu'on puisse dérouler une feuille de route en sachant que les événements-là, nous allons les faire au niveau des pays, au niveau régional, mais pourquoi pas au niveau continental pour que ça s'arrime avec le niveau international. Je vous remercie. Un grand merci, Djibo, pour ce panorama très complet des problématiques sur lesquelles est investi l'Europa et de toutes les réflexions qui sont déjà engagées. On vous propose maintenant de donner la parole à Blama Diallo du RBM pour qu'il puisse également nous partager les réflexions en cours au sein de ce réseau. Et on continuera avec une dernière intervention de la PES. Donc Blama, merci beaucoup d'être avec nous. À toi la parole. Et bonjour tout le monde. Et merci aux différents intervenants. Et j'emboîte un peu le pas avec le président Djibo. Et on est là aujourd'hui parce que je dirais que la dynamique dans les autres entités et régions ont pris, la mayonnaise a pris en Afrique de l'Ouest. Je pense que ce n'est pas très fortuit de dire que ça a du mal un peu à prendre. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette dynamique qu'on a lancée ouest africaine pour qu'elle puisse prendre. Et pour qu'elle puisse prendre, il faut aussi qu'on regarde également l'existant. Et dans l'existant, je pense que très clairement aujourd'hui, et on a eu la chance qu'on sorte, le SED6 l'a dit, d'un processus assez important, qui est le processus de Nouakchott plus 10. Et je pense que c'est un document fédérateur qu'on a à travers la déclaration de Nouakchott plus 10. Il faut, à mon avis, la valoriser. Et la valorisant, on gagne en plusieurs choses. On gagne en temps. Et deuxièmement, on a au moins, je dirais, une caution politique régionale, à la fois avec les entités sous-régionales qui ont été impliquées, mais les acteurs qui ont également participé. On a une stratégie nationale et régionale sur les systèmes d'élevage. Pour moi, ces deux documents sont à peu près sur quoi on peut travailler pour à la fois aller vite, mais aussi pour une dynamique pareille. On a besoin à la fois d'avoir nos institutions politiques, mais également nos États. Aller déjà sur l'existant me semble déjà quelque chose sur lequel on peut gagner en temps. Le deuxième élément qui me semble aussi très important, c'est aussi se trouver un thème. Si j'ai bien compris, il y aura plusieurs thèmes du changement climatique jusqu'au processus genre.
Mais notre région ouest africaine et du centre est caractérisée par quelque chose, une tendance très lourde. C'est la question sécuritaire. Comment l'aborder tout en intégrant une dynamique pastorale autour. C'est pour moi là le thème où il faut peut-être chercher un compromis global en termes d'acteurs. Troisième élément qui me semble que j'ai entendu un peu, je pense, c'est Serena. Voilà. Quand on est un acteur, on porte une dynamique, on n'a généralement pas du mal à regarder autour. Un colloque scientifique et un rassemblement d'éleveurs, c'est deux choses à séparer. Voilà. Si on veut vraiment avoir, je dirais, une appropriation communautaire à un certain niveau. Donc, peut-être qu'il faut, à mon avis, dissocier les espaces sur lesquels on cible pour avoir, je dirais, l'humiliation nécessaire. Troisième élément qui me semble aussi très important, que je souligne un peu, c'est que il faut aussi avoir un regard régional et inclusif de ce qui se fait. Sur les dispositifs d'information, je pense, sans me tromper, que autant les trois réseaux, mais de façon globale, notre région sur ces questions pastorales et agro-pastorales, on a de la matière. Il faut peut-être aussi regarder un peu de près ce que les autres font pour pouvoir le valoriser. Et enfin, au niveau du RBM, je soulignerai que dans les groupes de travail de l'année internationale, il y a un groupe genre qui existe. Et il y a eu, je dirais, le Rassemblement mondial des femmes pasteurs qui s'est tenu en Inde, à Mera, en 2016 et en 2010. Il se trouve qu'ils sont en train de préparer la même dynamique pour Mera plus 16, c'est-à-dire 16 ans après, et dont la première rencontre aura lieu, je dirais, à Kampala, dans le premier trimestre du mois de 2026, pour avoir un engagement encore global des femmes du monde entier, des femmes pasteurs du monde entier. Pour nous, le RBM, je pense qu'en intégrant un peu les instances en cours, la valorisation de la mosaïque, l'opérationnalisation de notre espace genre, on a envie de se greffer à cette dynamique globale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en impliquant aussi tous les autres. Voilà, et également sans prendre vraiment beaucoup de temps, ce que j'avais envie de mettre un peu sur la table, en complément de ce qui a été dit. Merci beaucoup, Blama, pour ce témoignage et puis cet engagement à valoriser toutes les dynamiques déjà très porteuses qui ont été engagées dans la région ces dernières années. Et puis merci aussi pour le partage de cette initiative en lien avec les autres réseaux régionaux. Donc pour clore ce tour de table des OPR, j'aimerais maintenant donner la parole à Seyni Amadou de l'APES. Donc il peut allumer son micro et intervenir. Donc Seyni, merci de nous dire si c'est bien OK pour toi. On semble avoir un petit problème technique. Alors, en attendant, peut-être que Seyni nous rejoigne. Je sais pas. Allô, bonjour tout le monde. Parfait, Seyni, on t'entend très bien. Donc, à toi la parole. Donc, je vais m'avoir aussi à celle des autres pour saluer la décision des Nations Unies de consacrer une année internationale au profit de parcours de pasteurs. Donc, comme on avait discuté au dernier webinaire, donc je vais rappeler juste quelques dynamiques sur lesquelles APES, tant au niveau régional qu'au niveau pays, est positionné depuis un certain nombre d'années. Donc, la première dynamique que j'ai voulu rappeler et partager, c'est qu'au niveau pays, depuis 2021, on a mis en place un consortium pour suivre la politique foncière rurale du Niger adoptée en 2021 avec son plan d'action. Donc, à travers cette plateforme, les organisations se sont constituées pour pouvoir suivre ce qui est fait dans le pays.
il y a eu des missions de sensibilisation, de formation et même des sessions de renforcement qui ont permis aux leaders et aux techniciens d'aller à l'intérieur du pays pour échanger avec les éleveurs, les agriculteurs sur les enjeux liés à la politique foncière. Donc les rapports de mission, les rapports de formation, c'est disponible au niveau même du livre du consortium. Donc en cas de besoin, pour voir certaines questions en profondeur, et vous pouvez exploiter cette documentation pour pouvoir orienter les réflexions comme Balama vient de le rappeler tout à l'heure. Donc en plus de cette dynamique, il y a la dynamique selon les terres pastorales aussi, ça a été rappelé. Donc le fléau sur l'accaparement de terres, c'est une réalité. Dans toutes ces dimensions, aucune région du Niger n'est épargnée et l'accaparement est visible beaucoup plus sur les terres publiques du gouvernement de la pays qui sont des domaines publics de l'État. Donc sur les terres, donc il serait incompris, il serait difficile de penser qu'on peut promouvoir le pastoralisme sans terre de pâturage. Donc à ce niveau aussi, les organisations se sont constituées pour pouvoir défendre et sécuriser les terres pastorales. Donc il y a des notes de suivi qui ont été élaborées à ce niveau, notamment quand il s'agissait de labourer le SAF de la région de Dosso et également celui de Maradi. Donc il y a eu des missions de contre-expertise qui ont produit des documents dans ce sens aussi qui peuvent être partageables avec l'ensemble des acteurs pour que vous puissiez regarder ces questions-là en toute lucidité. Donc il y a la question de l'observatoire également sur le foncier, même si ça traîne depuis quelques années, les organisations sont positionnées sur cette question. Il y a eu des rencontres, des ateliers, l'outil a été validé. Maintenant, la question, c'est au niveau du portage politique. Donc, la dimension est beaucoup plus politique et technique. Donc, dans les mois à venir, certainement, on aura tranché par consensus quelle structure va porter l'ancrage. Donc, la troisième dynamique que j'ai voulu partager avec le groupe, c'est concernant, on en a parlé beaucoup, c'est les conventions, qu'il s'agisse nationales ou transfrontalières, permettant de faciliter la transhumance entre le pays, même à l'intérieur du pays. Donc, depuis quelques années, avec l'appui de certains partenaires de l'UEMOAPS, donc il y a eu des accords bilatéraux entre le Niger et d'autres pays, justement pour pouvoir faciliter la transhumance à ces niveaux. Donc, le dernier accord en date, c'est celui de Fabol pour 2024, qui a vraiment nous a pris beaucoup de temps, mais qui a apporté également des résultats satisfaisants au regard de la démarche adoptée par les autorités pour pouvoir faciliter la transhumance entre la région du Difa et la région du lac Bordeaux. Donc, il y a pas mal de cadres également locaux et nationaux qui abordent ces questions-là, justement pour pouvoir faciliter la transhumance à l'intérieur du pays. C'est vrai, dans la législation, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup qui créent les conditions favorables pour la transhumance, mais dans la pratique, c'est difficile de pouvoir transhumer dans certaines localités. Donc, il va falloir mettre en place des comités de cadres de concertation multi-acteurs pour pouvoir aborder, discuter de toutes ces questions-là afin d'apaiser, prévenir et gérer les conflits liés à l'accès des ressources naturelles. Donc, en termes de... Oui, il y a un autre cadre aussi, c'est vraiment la coalition moulée locale. Il y a une dimension régionale avec des représentations nationales. Donc, à ce niveau aussi, les acteurs, tant au niveau de la région qu'au niveau du pays, se sont organisés pour pouvoir booster, pour pouvoir promouvoir et valoriser les liens locaux comme un produit de résilience. Donc, à ce niveau aussi, il y a un travail qui est fait pour pouvoir accompagner la transformation de la filière blé local. Donc, en termes d'enjeux, maintenant, le défi, c'est vraiment la mise en valeur, comme certains l'ont appelé. Ça ne sert à rien d'avoir un espace de pâturage sans qu'il soit productif, sans qu'il soit en tout cas, sans que l'espace produise du fourrage au pâturage. Ça ne sert à rien d'avoir un espace sur le papier alors que sur le terrain aussi,
c'est difficile pour l'éleveur d'accès à cet espace. Donc l'eau aussi est un enjeu, comme Harouna l'a rappelé. Le balisage de cet espace aussi fait partie également des éléments à prendre en considération. Donc une mise en valeur des espaces dédiés à l'élevage s'avère fondamentale, étant donné que certains l'ont rappelé, l'insécurité, l'accaparement, la pression sur les ressources, sur le changement climatique font en sorte qu'aujourd'hui les systèmes pastoraux sont vulnérables. Donc du coup, la fermeture même de la transhumance par certains pays pose des difficultés pour certains éleveurs afin de pouvoir s'arrêter par rapport à ça. Donc, une mise en valeur par rapport au potentiel de certains pays, quand même, dont les Niger estiment que le potentiel pastoral estimé à 62 millions d'hectares de terre pâturage, avec une bonne mise en valeur et un bon plan d'aménagement, on pourrait également contribuer à rendre le pastoralisme plus résilient. Le deuxième, c'est vraiment la capitalisation de bonnes pratiques. Voilà, quelqu'un l'a rappelé sur le pastoralisme, la gestion des ressources naturelles et la prévention de la prévention et la gestion des conflits. Les OP en ont pas mal d'outils, pas mal de dispositifs qui peuvent être valorisés et partagés avec l'ensemble des acteurs pour que ça puisse être utile à tout le monde. Le troisième chantier, c'est la documentation des cas d'accaparement. Donc, il y a certains cas d'accaparement qui sont documentés avec toutes les évidences. Donc, on va élargir le champ de réflexion et d'analyse autour de certains cas d'accaparement spécifiques, tant à l'intérieur du pays qu'au niveau de certaines régions. Donc, la quatrième, c'est vraiment la synergie dans le pays. Donc, ça, j'en appelle à tout le monde, en cas, au niveau du pays, on doit renforcer la synergie parce qu'il y a pas mal de dynamiques qui sont développées par certains, dont qui ne sont pas connus et qui ne sont pas partagés les autres. Donc, ça, c'est un devoir citoyen pour que chacun de nous puisse partager ses outils et nous mettre au courant de ce qui développe comme. Donc, voilà quelques réflexions que j'ai voulu mettre sur la table afin que ça puisse contribuer au bien-être du parcours des pasteurs pour l'année internationale 2026. Merci. Un grand merci, Séni, pour cette présentation détaillée qui montre bien l'enjeu de faire atterrir des initiatives et de mobiliser tous les cadres de concertation, les dynamiques qui existent déjà dans les pays pour faire monter les sujets jugés prioritaires et valoriser les recommandations, les axes de plaidoyer qui sont portés par les organisations dans le cadre de cette année internationale. Donc on a eu des témoignages très riches, beaucoup d'interventions aussi dans le chat, dont je pense chacun a pu prendre connaissance. On a essayé d'y répondre au mieux. Alors on arrive vers la fin de ce webinaire, donc on souhaitait redonner la parole au groupe de soutien Afrique de l'Ouest. Donc Harouna, tu vas avoir la parole tout de suite, et puis ensuite on vous propose d'aller vers la séance de conclusion. Alors on s'excuse vraiment de ne pas avoir pu donner la parole à toutes les personnes qui le souhaitaient. Vous allez voir dans la suite des discussions qu'il y a d'autres modalités qui vont permettre de largement partager les initiatives qui sont en cours dans les différents pays pour les visibiliser, les partager plus largement dans le réseau. Donc on va y revenir tout de suite après. Mais pour l'instant, je voulais laisser la parole à Harouna pour une dernière intervention. Voilà, merci madame. Et je voulais juste lancer un appel. C'est vraiment pour profiter de cet événement, pour demander à certaines structures, beaucoup de structures d'ailleurs, aussi bien régionales que des réseaux d'organisations d'éleveurs. Des structures comme le SILS et la CEDEAO, par exemple, je souhaite vraiment qu'ils adhèrent de manière formelle à cette initiative. Aujourd'hui, nous avons, quand on regarde la liste de ceux qui ont soutenu, ceux qui soutiennent, il y a donc une page sur ça. Il y a des logos, des noms, etc. Il y a ILRI, il y a CEJAR, il y a beaucoup d'autres structures régionales de l'Afrique ou même d'ailleurs. Il n'y a pas celle-ci, la CEDEAO. Moi, je pense qu'il est bon quand même qu'elles viennent tout en respectant leurs procédures. Je respecte vraiment leurs procédures, mais je pense qu'il est bon qu'ils réfléchissent pour pouvoir venir. On veut bien voir leur logo, leur nom, etc. sur la liste de cette page-là. C'est pareil pour les organisations d'éleveurs, notamment les différents réseaux, les grands réseaux comme RBM, VOPA, APES, etc. Je pense qu'il est aussi temps que leur logo soit
sur cette liste-là. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons des réseaux mondiaux pour certains. Nous avons des réseaux de certaines parties de l'Afrique où il y a vraiment sa figure. Je pense que c'est bien que ces structures-là passent ce soutien-là, remplir donc le formulaire et envoyer, tout en respectant leur procédure. Je respecte bien leur procédure. Je sais que peut-être ce n'est pas facile, mais c'est un appel que je lance parce que, de mon point de vue, ça nous permettrait d'avancer. Nous avons aujourd'hui plus de 380 structures, organisations non gouvernementales, réseaux et universités qui sont enregistrées et qui sont là. Les pays, nous en avons, je crois, 102. Je ne pense pas que ça ait évolué. 102 qui sont là. Je pense que parmi ces structures-là, c'est surtout là où moi je lance l'appel. Il faut que ces structures-là viennent et qu'on les voit parmi les 380 ou peut-être en ce moment les 400. Ça va arriver d'ici. Donc c'est vraiment un appel que je lance pour que Oui, j'ai l'impression qu'on a perdu Aruna, mais je pense que son message est bien passé auprès des différentes parties prenantes. Donc merci beaucoup Aruna pour vraiment cet appel à l'action et au soutien officiel de tous à cette année internationale. Donc, avant de conclure cette session, je voulais donner la parole donc à Marie qui a pris des notes durant nos différents échanges, qui va pouvoir faire une très brève synthèse. Bien sûr, on ne va pas pouvoir retracer la richesse de tous vos propos, mais en tout cas, on va pouvoir vous ressortir les points clés et puis surtout vous informer sur les perspectives et les suites. Marie, à toi la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai pris quelques notes dans ce tableau qu'on a essayé un peu collaboratif pour pouvoir aussi profiter de ce moment d'échange collectif pour capter des premières idées, soit d'action, soit de thématiques. Alors on a essayé de les classer aussi selon leur échelle, parce que une des idées, voilà, c'est qu'on puisse à la fois apporter des choses au niveau régional, mais que ce soit aussi une année qui soit appropriée au niveau national et surtout au niveau des territoires, et qu'on puisse évidemment se greffer aussi sur ce qui est prévu à l'échelle internationale pour avoir un peu plus de poids et d'impact. Alors, on a beaucoup discuté aujourd'hui de pistes d'action, évidemment, au niveau de l'échelle régionale, avec une grande idée quand même que j'ai entendue, qui a été répétée dans le chat, qui a été dite dans les différentes interventions, qui est qu'il y a déjà beaucoup de dynamiques qui existent au niveau régional, et il y a eu un énorme travail qui a été fait ces dernières années et qui a vraiment culminé avec le processus de Nouakchott +10, et que un des enjeux vraiment de cette année internationale pour la région, c'est aussi de valoriser tout ce qui a déjà été fait, les dynamiques déjà en cours. Donc on a vraiment tout un grand pôle de pistes d'action qui ont été partagées à ce niveau-là. J'ai entendu aussi l'idée de trouver un thème ou des thèmes fédérateurs. Donc ça, c'est peut-être aussi le travail auquel il va falloir qu'on s'attelle dans les prochains mois pour arriver début 2026 avec un programme et un agenda commun un peu plus établi. Parmi les principaux thèmes qui sont ressortis plusieurs fois, il y a évidemment la question de la mobilité, de la transhumance, avec ce questionnement, comment est-ce qu'aussi on inscrit dans cet agenda international des préoccupations, des priorités, des thèmes qui sont spécifiques à l'Afrique de l'Ouest autour de cette transhumance menacée. Et là, il y a plusieurs initiatives existantes au niveau national ou binational qui ont été évoquées, les accords bilatéraux, l'implication des pays côtiers avec un enjeu de capitalisation des bonnes pratiques. Donc, comment est-ce que aussi on profite de cette année internationale pour valoriser ça? Un autre thème qui a apparu plusieurs fois, c'est bien sûr la question de l'insécurité avec les enjeux de stigmatisation qu'il y a derrière. Et puis, un thème aussi qu'on a entendu plusieurs fois, c'est la question du foncier. Là aussi, avec plein d'initiatives qui existent déjà, les questions de suivi des politiques foncières, l'initiative qui nous a été partagée au Niger, sauvons les terres pastorales, l'Observatoire
sur le foncier. Et donc avec cette question, comment ces initiatives, on arrive à les mettre en valeur à travers cette année internationale. J'ai aussi noté déjà quelques premiers événements qui sont vraiment en lien avec l'année internationale, donc labellisés déjà Année internationale des parcours et des pasteurs, avec cette rencontre sur les savoirs traditionnels en matière d'élevage qui est proposée, et ce questionnement, voilà, comment on arrive aussi à avoir des espaces scientifiques, mais aussi des espaces de rencontre des éleveurs qui sont pas forcément les mêmes espaces. Une autre piste d'action, c'est celle évidemment de valoriser aussi de mettre en commun et de valoriser les différents systèmes d'information qui existent. Et puis, il y a aussi tout l'enjeu de se greffer aux événements et aux dynamiques de l'année internationale au niveau international. Là, pour l'instant, a été mentionné ce rassemblement des femmes pasteurs, voilà, 10 ans après la déclaration qui aura lieu en Inde. Et donc, comment aussi nos dynamiques régionales peuvent profiter de ces événements déjà prévus à l'échelle internationale. Donc peut-être pour conclure, il y a aussi plein d'idées qui sont dans le chat que moi j'ai pas pu capter, qui seront bien sûr ensuite scrutées pour qu'on puisse mettre en commun toutes ces pistes. On est à un stade un peu préliminaire de tous ces échanges dans la région, et c'est un peu normal. Là, c'est le premier temps qu'on propose aussi d'information d'abord, et suite au webinaire, chacun va rentrer aussi et réfléchir un peu à qu'est-ce qui peut se passer dans son contexte, qu'est-ce qui est prioritaire. Et donc, il va y avoir aussi tout un moment un peu pour faire maturer ces réflexions. Mais l'objectif, c'est qu'on arrive ensuite à vraiment s'organiser collectivement et fédérer toutes ces initiatives, toutes ces énergies autour d'actions concrètes. Et donc, deux choses que je retiens, il y a déjà vraiment cet enjeu de valoriser ce qui existe. Ça, c'est vraiment une idée forte qui a été dite plusieurs fois. Et donc aussi ce deuxième enjeu de profiter des événements déjà prévus à l'échelle internationale ou régionale pour pouvoir s'en servir de levier, de profiter de cette année internationale vraiment pour visibiliser et donner du poids à ces dynamiques de mobilisation et de plaidoyer. Nous, on avait noté aussi une autre dynamique qui est celle en fait de la COP17 qui sera organisée aussi en 2026 en Mongolie, donc qui va être un enjeu important pour cette année internationale. Et il y a aussi un travail par exemple qui est commencé par le CARI qui porte le sommet Désertifaction pour avoir un travail de discussion, de se mobiliser un peu autour de cette thématique de la mobilité. Donc voilà, comment est-ce qu'on est présent sur ces événements internationaux, comment est-ce qu'on lie nos dynamiques à ces dynamiques plus larges. Et puis, pour conclure, pour que nos actions et nos initiatives prennent un peu d'ampleur, ça nous semblait important aussi de pouvoir renforcer notre communication collective tout au long de l'année 2026. Et pour ça, il y a plusieurs outils qui existent déjà, que je vais vous partager. Donc, le groupe de soutien Afrique de l'Ouest et du Centre a déjà partagé plusieurs choses. Ils ont une liste de diffusion. Il y a un site de l'année internationale des parcours et des pasteurs qui, pour l'instant, est que en anglais, mais il sera peut-être traduit avec une page pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir aussi un formulaire que vous pouvez remplir, que je vais essayer de projeter, je ne sais pas si on le voit. Voilà, un formulaire qui vous sera envoyé par mail de façon régulière, assez court, où vous pourrez justement de cette façon partager vos initiatives, qu'elles soient à l'échelle d'un territoire, à l'échelle nationale ou des initiatives régionales. Et l'idée, c'est que quand tout le monde va remplir au fur et à mesure ce questionnaire, on arrive à avoir un agenda partagé et à constituer une cartographie régionale avec l'ensemble des initiatives. C'est un peu les outils de visibilité qu'on voulait vous proposer. Donc pour l'instant, la carte est vide. Il y a des ronds rouges et verts, mais qui ne correspondent pas encore à toutes les idées qui vont germer. Et puis, la dernière chose qu'on voulait proposer aussi, c'est que il existe beaucoup aussi de canaux de diffusion au niveau d'Interréseau Développement Rural, qui sont aussi vos canaux de diffusion, puisque il y a les 3 réseaux régionaux d'OP sont des membres d'Interréseau. Il y a aussi d'autres organisations, évidemment, régionales ou nationales qui sont membres d'Interréseau. Et donc, l'idée, c'est aussi de les mettre à disposition pour vous, pour que ça puisse vous servir de caisse de résonance. On a une rubrique spéciale dans le bulletin de veille maintenant sur l'année internationale des parcours et des pasteurs. On va avoir aussi un espace sur le site internet, donc là en français, qui sera consacré à ça. Et puis bien sûr, il y a tous les réseaux sociaux des uns et des autres qu'on peut utiliser pour faire caisse de résonance. Je vais
passer du coup la parole pour le mot de la fin, mais avant, je voulais vous dire un grand merci pour votre participation et toutes vos contributions au nom du groupe de travail. Eh bien, un grand merci Marie pour cette synthèse et pour toutes les perspectives qui sont ici proposées pour la suite. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on souhaite vraiment remercier les uns et les autres pour vos riches contributions. Un grand merci au SILS qui a facilité l'organisation de ce webinaire, au secrétaire exécutif qui a dit le mot d'ouverture. Un grand merci aussi aux différentes équipes de la FAO, celles de Rome qui ont présenté, mais aussi celles des pays qui ont participé, ont suivi les échanges. Et puis, un grand merci à tous les acteurs de la société civile, aux organisations professionnelles pastorales qui étaient avec nous. Donc on espère que ce temps d'information a permis de répondre à l'essentiel de vos questions. Donc le formulaire d'information que vient de présenter Marie, on vous invite vraiment à tous vous y inscrire. Vous allez trouver le lien dans la barre de conversation. Donc comme ça nous permettra de récupérer toutes vos coordonnées et de ensuite pouvoir valoriser vos initiatives, continuer à partager de l'information. Donc voilà, merci à chacun de prendre le temps de renseigner ses coordonnées. Et puis un grand merci à toute l'équipe d'organisation. Ça a été un travail très collaboratif, la préparation de ce webinaire avec les organisations sous-régionales, la FAO, les membres du groupe de travail pastoralisme, le groupe de soutien Afrique de l'Ouest. Donc on espère que ça a répondu à vos attentes et on espère pouvoir vous retrouver très bientôt. Pour les gens qui n'ont pas pu suivre ce webinaire, sachez qu'il a été enregistré par le SILS. Donc on mettra à votre disposition l'enregistrement pour que vous puissiez aussi partager le lien à vos collègues ou partenaires qui n'auraient pas pu y assister. Donc encore bravo et merci à tous et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.